Bienvenue à tous sur The Deep Dive. Aujourd'hui, on va se plonger dans un sujet assez captivant, la modernisation de l'armée marocaine. Exactement. On s'appuie sur un article fascinant de l'ODG iWeek qui analyse la stratégie du Maroc Oui, face aux tensions géopolitiques, notamment avec l'Algérie. tout à fait. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le Maroc ne plaisante pas. L'article détaille des acquisitions d'armements assez impressionnantes. Oui, On sent une véritable volonté de puissance. Ah oui, clairement. Drones chinois, hélicoptères Apache américains, systèmes d'artillerie israéliens, on est loin des équipements traditionnels. C'est vrai. Et ce qui m'a frappé, c'est cette diversification des fournisseurs. On aurait pu penser que le Maroc se tournerait naturellement vers la France. Oui, c'est partenaire historique. Mais là, on voit une stratégie beaucoup plus complexe. Absolument. Prenons l'exemple du drone chinois, le TB-0 surnommé le Scorpion à deux queues. Voilà. Ce choix n'est pas anodin. Ce drone est réputé pour son autonomie et sa puissance de feu, ce qui permet au Maroc de renforcer sa surveillance. Et sa dissuasion, bien sûr. Exactement. Notamment pour le contrôle des frontières. Et l'article souligne aussi le contrat avec Boeing pour les hélicoptères Apache. Les A-64 Guardian, oui. 24 appareils, avec une option pour 12 de plus. C'est colossal. Oui, et les livraisons sont prévues dès 2025. Ce qui est intéressant avec l'Apache, c'est qu'il est considéré comme l'un des meilleurs hélicoptères d'attaque au monde. Ah oui, sans aucun doute. Radar Longbow, Missiles Hellfire. Une puissance de feu qui change la donne pour le Maroc. Complètement. Et on imagine que ce choix, plutôt que d'un modèle français par exemple, a aussi une signification géopolitique. Bien sûr, le Maroc envoie un signal clair. Il ne se limite plus à un seul partenaire. Il explore de nouvelles alliances stratégiques. C'est clair? L'article mentionne d'ailleurs le contrat avec Israël pour le système d'artillerie ATMS-M2000. Plutôt que le CSR français. Exactement. Ce qui en dit long sur l'évolution des relations du Maroc. Et tout cela a évidemment un coût. L'article parle d'un budget de la défense qui explose. 13 milliards d'euros en 2025. Oui, ce qui permet au Maroc de financer des projets ambitieux. On parle de nouveaux avions de chasse F-16. Des systèmes de défense antiaérienne. Des bombes de précision. Le Maroc se donne les moyens de ses ambitions. On comprend mieux pourquoi on parle de montée en puissance du Maroc. Mais quelles sont les implications concrètes de cette transformation? L'article met en avant plusieurs aspects. D'abord, la sécurisation des frontières face aux menaces terroristes, aux tensions régionales. Oui, bien sûr. Avec ces nouveaux équipements, le Maroc renforce sa capacité de réaction et de dissuasion, bien entendu. Il y a aussi la possibilité pour le Maroc de jouer un rôle plus actif dans les missions de maintien de la paix, Absolument. Ce qui renforcerait son influence diplomatique. à l'échelle internationale. Exactement. Et n'oublions pas l'impact sur le leadership du Maroc en Afrique. Avec cette modernisation, le pays s'affirme comme un acteur incontournable. Oui, pour la stabilité et la sécurité du continent. C'est clair. Mais cette transformation a un prix. C'est un investissement colossal, un pari sur l'avenir, Pour garantir la souveraineté du Maroc. dans un monde de plus en plus incertain. L'article nous rappelle que cette quête de sécurité passe aussi par des alliances stratégiques, comme le partenariat énergétique avec l'Espagne. Ah oui, c'est un excellent exemple. Le Maroc est devenu le premier client de l'Espagne pour le gaz naturel. En 2024, il a absorbé 27% des exportations espagnoles, dépassant la France et le Portugal. C'est assez impressionnant. Qu'est-ce qui explique ce rapprochement énergétique? Plusieurs facteurs entrent en jeu. D'abord, la demande énergétique du Maroc est en pleine explosion. L'industrialisation, la modernisation des infrastructures. L'urbanisation galopante. Tout à fait. Ensuite, il y a la transition énergétique du Maroc vers les énergies renouvelables. Le gaz naturel est une énergie de transition. Oui, qui permet de réduire la dépendance au charbon, en attendant que les énergies renouvelables prennent le relais. Et puis, il y a le contexte géopolitique. La guerre en Ukraine a poussé les pays européens à diversifier leurs sources d'approvisionnement. Absolument. L'Espagne, avec ses infrastructures de regazéification, est bien placée pour jouer un rôle clé. Et pour le Maroc, la fermeture du gazoduc Maghreb-Europe en 2021 a accéléré la recherche de nouveaux partenaires. Oui, l'Espagne est apparue comme une solution naturelle, de par sa proximité géographique. Et sa capacité à fournir du gaz naturel liquéfié. Exactement. Un partenariat gagnant-gagnant donc. Mais l'article met en garde contre les défis à relever. La volatilité des prix du gaz, Les incertitudes géopolitiques. les contraintes logistiques. Tout cela peut influencer la relation à long terme. Le Maroc devra donc continuer à investir dans ses infrastructures énergétiques pour consolider ce partenariat. Et garantir sa sécurité énergétique. Tout cela nous montre que le Maroc est en train de se positionner sur plusieurs fronts. Modernisation militaire,
Alliance stratégique. Leadership en Afrique. Une véritable stratégie d'affirmation de sa souveraineté. Oui, c'est bien résumé. Et l'arrivée des premiers hélicoptères Apache, H-64I Guardian au Maroc. C'est une illustration concrète de cette stratégie. Exactement. L'article mentionne que les images de ces hélicoptères ont été diffusées sur les réseaux sociaux. Suscitant beaucoup d'enthousiasme. Et de fierté nationale. Oui, c'est compréhensible. Ces appareils de dernière génération, fabriqués par Boeing, sont réputés pour leur polyvalence. Et leur efficacité. Sur les champs de bataille modernes. Et ils sont équipés de technologies de pointe, non? Oh oui, absolument. Des systèmes de détection et de ciblage ultra sophistiqués, des missiles Hellfire. Des roquettes Hydra 70. Un canon automatique de 30 mm. Sans oublier les systèmes de communication sécurisés. La vision nocturne améliorée. Et les capacités de guerre électronique. Autant dire que les forces marocaines disposent désormais d'un atout majeur. Pour mener des opérations complexes. Tout à fait. Et cette acquisition s'inscrit dans un programme plus large de modernisation des forces armées marocaines. Pour répondre aux défis sécuritaires croissants dans la région. Le Maroc, en tant qu'acteur clé dans la région MENA, cherche à renforcer sa capacité à protéger son espace aérien, à sécuriser ses frontières. Et à participer activement aux opérations de maintien de la paix. Exactement. On voit bien que le Maroc ne lésine pas sur les moyens pour se doter d'une armée moderne et performante. Mais cette ambition a un coût. Oui, bien sûr. L'article mentionne que ce premier lot de 6 hélicoptères, Fait partie d'une commande globale de 24 appareils. passé en 2020. Et la livraison des unités restantes devrait s'étaler sur les 2 prochaines années. C'est ça. C'est un investissement considérable, qui témoigne de l'importance accordée à la défense par le Maroc. Oui, et cela souligne également le partenariat stratégique entre le Maroc et les États-Unis dans ce domaine. D'ailleurs, l'article mentionne que l'accord inclut des programmes de formation pour les pilotes marocains. Ainsi que la mise en place d'une infrastructure technique pour l'entretien et la maintenance des appareils. L'ambassade des États-Unis au Maroc a salué cette collaboration, soulignant qu'elle renforce les relations bilatérales. Et contribue à la stabilité régionale. Le Maroc consolide ainsi son rôle de partenaire clé dans la lutte contre le terrorisme. Et les menaces transfrontalières. L'arrivée de ces hélicoptères a été saluée par les experts militaires, qui y voient un atout majeur. Pour les forces royalaires. Et sur les réseaux sociaux, les commentaires sont très positifs. On sent une véritable fierté nationale face à cette acquisition technologique. C'est vrai. Cependant, l'article souligne que l'intégration de ces appareils nécessitera des efforts continus en matière de formation. Et de logistique. Oui, la réussite de ce programme dépendra de la capacité du Maroc à maintenir ses hélicoptères en état opérationnel sur le long terme. Tout à fait. L'article de l'ODG UAE Week nous offre un aperçu fascinant de la modernisation de l'armée marocaine. On voit bien que le pays s'affirme comme un acteur incontournable, Dans la région. avec des ambitions qui dépassent les frontières du Maroc. Absolument. Oui. Et on a hâte de voir comment ces développements vont influencer l'équilibre géopolitique de la région dans les années à venir. Mais avant de se projeter dans l'avenir, revenons sur un événement marquant. La cérémonie officielle de réception des 6 premiers hélicoptères Apache AH-64E. Ah oui, un moment symbolique. Un événement solennel qui s'est déroulé à la prom-base aérienne des Forces Royales Air à Salé, en présence de hauts responsables marocains et américains. Impressionnant. Le général de corps d'armée, Mohamed Berid, Inspecteur général des Forces armées royales et commandant de la zone sud. a souligné l'importance de ces hélicoptères pour la modernisation des équipements militaires et le renforcement des moyens de défense du pays. Ces hélicoptères, réputés pour leur supériorité technologique, leur précision, leur efficacité au combat, Représentent une avancée majeure dans les capacités militaires du royaume. absolument. Et l'article insiste sur le fait que cette acquisition s'inscrit dans le cadre des hautes instructions de Sa Majesté, le roi Mohamed Zev, Chef suprême et chef d'état-major général des Afar. visant à moderniser les équipements militaires et à renforcer les moyens de défense pour protéger l'intégrité territoriale du pays. Une vision stratégique à long terme. au-delà de leur impact opérationnel, ces hélicoptères symbolisent le partenariat stratégique profond entre le Maroc et les États-Unis. Oui, c'est un symbole fort. Le général d'armée Michael Longley Commandant du commandement américain pour l'Afrique. a salué cette coopération exemplaire, qualifiant le Maroc de référence en matière de défense et de stabilité sur le continent africain. Une déclaration forte qui montre l'importance du Maroc aux yeux des États-Unis. Absolument. Selon le général Langlais, ce partenariat, qui dure depuis près de 250 ans, illustre l'engagement commun des deux nations En faveur de la paix. et de la sécurité régionale. C'est un partenariat historique. Et concrètement, comment cette coopération se traduit-elle là?
Eh bien, l'intégration des Apache AA64E permettra d'améliorer l'interopérabilité entre les phares et leurs homologues américaines, notamment lors d'exercices conjoints. Tel qu'African Lion, Exactement. ce qui renforcera la capacité du Maroc à relever les défis sécuritaires régionaux. Et consolidera son rôle de leader en matière de stabilité et de paix sur le continent. La cérémonie de réception, en présence de hauts responsables marocains et américains, a mis en lumière l'importance de la collaboration bilatérale pour relever les défis communs liés à la sécurité et à la prospérité en Afrique. Un bel exemple de coopération internationale. Oui, le général Langlais a d'ailleurs rappelé que le Maroc est un exportateur de sécurité et un acteur clé dans la paix régionale. Une affirmation qui en dit long sur le rôle du Maroc. On voit bien que cette acquisition d'hélicoptères Apache a une portée qui va bien au-delà du simple renforcement militaire. Oui, c'est plus qu'un simple achat d'armes C'est un symbole fort du partenariat stratégique entre le Maroc et les États-Unis. et un signal clair de l'engagement du Maroc en faveur de la paix et de la stabilité en Afrique. Et cette volonté d'affirmer son leadership se traduit aussi sur le plan diplomatique. L'ODG IWIC évoque d'ailleurs un sujet sensible, Lequel? la situation des droits humains dans les camps de Tindouf. Ah oui, un sujet délicat. Oui, ce sujet a été abordé lors de la 58e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à Genève. Des témoins et des organisations internationales ont dénoncé les violations systématiques des droits fondamentaux. Dans ces camps, administrés par le Polisario sous la supervision de l'Algérie. L'article mentionne des témoignages poignants, décrivant des détentions arbitraires, des disparitions forcées, Des actes de torture. des restrictions sévères des libertés individuelles. C'est une situation préoccupante. Un représentant d'une ONG a même déclaré que les camps de Tindouf sont devenus une zone de non-droit où règne une impunité totale, Des accusations graves qui mettent en cause la responsabilité de l'Algérie. qui héberge ces camps sur son territoire. En effet, selon le droit international, l'Algérie est tenue de garantir le respect des droits humains sur son sol. Or, les témoins accusent Alger de fermer les yeux sur les abus commis par le Polisario, voire de les soutenir indirectement. C'est une situation très complexe, qui soulève des questions importantes sur le plan du droit international. Et de la responsabilité des États. Tout à fait. Et pour le Maroc, cette question est d'autant plus sensible qu'il continue de plaider pour une solution politique durable, Au conflit du Sahara. sous l'égide des Nations Unies. Et les violations des droits humains dans les camps de Tindouf renforcent la position marocaine Qui appelle à une autonomie sous souveraineté marocaine. comme solution réaliste et durable. Les organisations internationales présentes à Genève ont d'ailleurs appelé à une enquête indépendante sur les conditions de vie dans les camps et les exactions commises. Elles demandent également un accès humanitaire sans restriction pour évaluer la situation sur le terrain. On espère que ces appels seront entendus et que la situation des populations concernées pourra enfin s'améliorer. Oui, espérons-le. En attendant, l'article de l'ODG IWIC nous rappelle l'importance de rester vigilant face aux violations des droits humains, où qu'elles se produisent. En parlant de vigilance, l'article de l'ODG IWIC nous alerte sur un autre sujet. La France Oui. prévoit d'expulser des centaines d'Algériens, considérés comme dangereux. Je dis ça. Ce qui a provoqué une vive réaction en Alger, non. Exactement. L'article mentionne que les autorités algériennes refusent de reprendre certains de leurs ressortissants. Notamment L'auteur présumé de l'attentat de Mulhouse. un vrai casse-tête diplomatique. D'autant plus que le ministre français de l'Intérieur exige que l'Algérie respecte ses engagements. En matière de coopération migratoire. Absolument. Ce refus met à mal les accords franco-algériens sur la réadmission des migrants. Le président Macron tente de calmer le jeu. Oui, mais la situation reste très tendue. L'article évoque le cas de l'écrivain Boujma Sansal. Connu pour ses critiques du régime algérien. Voilà, son sort cristallise les tensions. On voit bien que la relation franco-algérienne est fragile. La question migratoire, mais aussi la reconnaissance du Sahara marocain par la France. Oui, ça a creusé un fossé entre les deux pays. L'article se demande d'ailleurs comment la France peut concilier ses impératifs de sécurité. La coopération bilatérale. La gestion des tensions mémorielles. Avec l'Algérie. Une question complexe, sans réponse facile. C'est certain. Cette situation nous rappelle à quel point les dynamiques géopolitiques sont complexes dans la région. Absolument. Et le Maroc, de par sa position stratégique, se retrouve au cœur de ces enjeux. D'ailleurs, en parlant de positionnement stratégique, Oui. l'ODG IWEKI met en lumière un autre élément important. Le Maroc est devenu le premier client de l'Espagne. Pour le gaz naturel. Exactement. En 2024, le Maroc a absorbé 27% des exportations espagnoles de gaz, dépassant la France et le Portugal. C'est un développement notable.
qui reflète un partenariat énergétique stratégique en pleine croissance. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre les motivations derrière ce partenariat. Est-ce une simple question de proximité géographique? Ou y a-t-il des enjeux plus profonds? L'article met en avant plusieurs facteurs. Tout d'abord, la demande énergétique du Maroc. Qui est en forte hausse. Tirée par l'industrialisation, la modernisation des infrastructures. Et l'urbanisation. Le pays a besoin de sécuriser ses approvisionnements en énergie, Pour soutenir sa croissance. donc une question de sécurité énergétique. Exactement. Ensuite, il y a la transition énergétique du Maroc vers les énergies renouvelables. Le gaz naturel est utilisé comme énergie de transition. Oui, une solution pour réduire la dépendance au charbon. C'est donc un choix stratégique pour accompagner la transition énergétique du Maroc, Tout à fait. Et puis, n'oublions pas le contexte géopolitique, la guerre en Ukraine. qui a poussé les pays européens à diversifier leurs sources d'approvisionnement. Absolument. L'Espagne, avec ses infrastructures de regazéfication et ses connexions avec l'Afrique, est bien placée pour jouer un rôle clé. On voit bien que ce partenariat énergétique s'inscrit dans une logique plus globale. À la fois économique et géopolitique. Et pour le Maroc, la fermeture du gazoduc Maghreb-Europe en 2021 a accéléré la recherche de nouveaux partenaires. Oui, l'Espagne est apparue comme une solution naturelle, de par sa proximité, et sa capacité à fournir du gaz naturel liquéfié. Un partenariat qui semble donc bénéfique pour les deux pays. Mais l'article souligne aussi les défis à relever. Oui, la volatilité des prix du gaz, les incertitudes géopolitiques Les contraintes logistiques. peuvent influencer la relation à long terme. Le Maroc devra donc rester vigilant et s'adapter aux évolutions du marché énergétique mondial. Tout à fait. L'article de l'ODG et WIC nous montre bien que le Maroc est en train de se positionner sur plusieurs fronts. Modernisation militaire, alliance stratégique. Il est intéressant de voir comment le pays s'affirme comme un acteur incontournable dans la région. Oui, absolument. Et l'article aborde aussi un sujet plus délicat, les tensions entre la France et l'Algérie. La situation est tendue. Oui, la France prévoit d'expulser des centaines d'Algériens, considérés comme dangereux, ce qui a provoqué une vive réaction d'Alger. L'article mentionne le refus des autorités algériennes de reprendre certains de leurs ressortissants. Notamment l'auteur présumé de l'attentat de Mulhouse. Ce refus met à mal les accords franco-algériens sur la réadmission des migrants. Le ministre français de l'Intérieur exige que l'Algérie respecte ses engagements en matière de coopération migratoire. Et le président Macron tente de calmer le jeu. Mais la situation est complexe. L'article évoque le cas de l'écrivain Boujma Sansal. Connu pour ses critiques du régime algérien, son sort cristallise les tensions. On voit bien que la relation franco-algérienne est fragile. La question migratoire. Et la reconnaissance du Sahara marocain par la France. On creusait un fossé. L'article se demande comment la France peut concilier impératifs de sécurité, coopération bilatérale. Et gestion des tensions mémorielles avec l'Algérie. Une question complexe, sans réponse facile. C'est clair. En tout cas, la situation en dit long sur les dynamiques géopolitiques en jeu dans la région. Tout à fait. Et cela nous amène à un autre point important abordé par l'ODG iWeek. La réception par le Maroc de ses 6 premiers hélicoptères Apache AH-64 et Guardian. Une étape majeure dans la modernisation de l'armée marocaine. Absolument. Ces appareils, parmi les plus performants au monde, renforcent considérablement la capacité de défense aérienne du Maroc et consolidant sa position stratégique dans la région. L'article mentionne que les images de ces hélicoptères ont été diffusées sur les réseaux sociaux, suscitant un vif intérêt. Auprès des observateurs militaires et des citoyens marocains. Il est intéressant de noter que ces appareils de dernière génération, fabriqués par Boeing, sont réputés pour leur polyvalence et leur efficacité sur les champs de bataille modernes. Et ils sont équipés de technologies de pointe. Système de détection et de ciblage, missiles Hellfire, roquettes Hydra 70, un canon automatique de 30 mm. Sans oublier les systèmes de communication sécurisés, la vision nocturne améliorée et les capacités de guerre électronique. Autant dire que les forces marocaines sont désormais dotées d'un atout majeur pour mener des opérations complexes. Et cette acquisition s'inscrit dans un programme plus large de modernisation des forces armées marocaines, visant à répondre aux défis sécuritaires croissants dans la région. Le Maroc, en tant qu'acteur clé dans la région MENA, cherche à renforcer sa capacité à protéger son espace aérien, à sécuriser ses frontières. Et à participer activement aux opérations de maintien de la paix. Exactement. On voit bien que le Maroc ne lésine pas sur les moyens pour se doter d'une armée moderne et performante. Mais cette ambition a aussi un coût. L'article mentionne que ce premier lot de 6 hélicoptères, Fait partie d'une commande globale de 24 appareils. passé en 2020. Et la livraison des unités restantes devrait s'étaler sur les 2 prochaines années. Oui, C'est un investissement considérable, qui témoigne de l'importance accordée à la défense par le Maroc.
Et cela souligne également le partenariat stratégique entre le Maroc et les États-Unis dans ce domaine. D'ailleurs, l'article mentionne que l'accord inclut des programmes de formation pour les pilotes marocains. Ainsi que la mise en place d'une infrastructure technique pour l'entretien et la maintenance des appareils. L'ambassade des États-Unis au Maroc a salué cette collaboration, soulignant qu'elle renforce les relations bilatérales et contribue à la stabilité régionale. Le Maroc consolide ainsi son rôle de partenaire clé dans la lutte contre le terrorisme et les menaces transfrontalières. L'arrivée de ces hélicoptères a été saluée par les experts militaires, qui y voient un atout majeur pour les forces royales air. Et sur les réseaux sociaux, les commentaires sont positifs, traduisant la fierté nationale face à cette acquisition technologique. Cependant, l'article souligne que l'intégration de ces appareils nécessitera des efforts continus. En matière de formation et de logistique. Et la réussite de ce programme dépendra de la capacité du Maroc à maintenir ses hélicoptères en état opérationnel sur le long terme. Tout à fait. L'article de l'ODG e-Week nous offre un aperçu fascinant de la modernisation de l'armée marocaine. On voit bien que le pays s'affirme comme un acteur incontournable dans la région, avec des ambitions qui dépassent les frontières du Maroc. Oui, et il sera intéressant de suivre l'évolution de ces développements dans les années à venir. En parlant d'évolution, l'article nous informe que le Maroc a reçu officiellement un premier lot de 6 hélicoptères d'attaque Apache A-64E. Oui, et la cérémonie de réception s'est déroulée à la pourvase aérienne des Forces royales, Air à Salé. Un événement solennel qui a mis en lumière l'importance de cette acquisition pour les forces armées royales. Le général de corps d'armée Mohamed Berid, inspecteur général des forces armées royales et commandant de la zone sud, a souligné l'importance de ces hélicoptères pour la modernisation des équipements militaires et le renforcement des moyens de défense du pays. Ces hélicoptères, réputés pour leur supériorité technologique, leur précision et leur efficacité au combat, représentent une avancée majeure dans les capacités militaires du royaume. Et cette acquisition s'inscrit dans le cadre des hautes instructions de Sa Majesté le roi Mohamed VI, chef suprême et chef d'état-major général des FAR, visant à moderniser les équipements militaires et à renforcer les moyens de défense pour protéger l'intégrité territoriale du pays. Au-delà de leur impact opérationnel, ces hélicoptères symbolisent le partenariat stratégique profond entre le Maroc et les États-Unis. Le général d'armée Michael Langley, commandant du commandement américain pour l'Afrique, a salué cette coopération exemplaire, qualifiant le Maroc de référence en matière de défense et de stabilité sur le continent africain. Selon lui, ce partenariat, qui dure depuis près de 250 ans, illustre l'engagement commun des deux nations en faveur de la paix et de la sécurité régionale. L'intégration des Apache A-64E permettra d'améliorer l'interopérabilité entre les phares et leurs homologues américaines, notamment lors d'exercices conjoints tels qu'African Lion. Cette coopération accrue renforcera la capacité du Maroc à relever les défis sécuritaires régionaux et consolidera son rôle de leader en matière de stabilité et de paix sur le continent. La cérémonie de réception, en présence de hauts responsables marocains et américains, a mis en lumière l'importance de la collaboration bilatérale pour relever les défis communs liés à la sécurité et à la prospérité en Afrique. Le général Langley a rappelé que Al-Maroc est un exportateur de sécurité et un acteur clé dans la paix régionale. On voit bien que cette acquisition d'hélicoptères Apache a une portée qui va bien au-delà du simple renforcement militaire. C'est un symbole fort du partenariat stratégique entre le Maroc et les États-Unis et un signal clair de l'engagement du Maroc en faveur de la paix et de la stabilité en Afrique. Absolument. Et l'ODJ iWeek nous livre ensuite des informations sur la situation des droits humains dans les camps de Tindouf. Ah oui, un sujet sensible qui a été abordé lors de la 58e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à Genève. Des témoins et des organisations internationales ont dénoncé les violations systématiques des droits fondamentaux dans ces camps, administrés par le Polisario sous la supervision de l'Algérie. L'article mentionne des témoignages poignants décrivant des détentions arbitraires, des disparitions forcées, des actes de torture et des restrictions sévères des libertés individuelles. Un représentant d'une ONG a déclaré que les camps de Tindouf sont devenus une zone de non-droit où règne une impunité totale. Des accusations graves qui mettent en cause la responsabilité de l'Algérie qui héberge ces camps sur son territoire. Selon le droit international, l'Algérie est tenue de garantir le respect des droits humains sur son sol. Mais les témoins accusent Alger de fermer les yeux sur les abus commis par le Polisario, voire de les soutenir indirectement. Pour les jeunes, cette question soulève des enjeux importants liés à la justice sociale et à la défense des droits fondamentaux. L'article cite une militante des droits humains qui affirme que les droits humains ne connaissent pas de frontières. Ce qui se passe à Tindouf doit mobiliser la jeunesse marocaine et internationale.
En parallèle, le Maroc continue de plaider pour une solution politique durable au conflit du Sahara sous l'égide des Nations Unies. Et les violations des droits humains dans les camps de Tindouf renforcent la position marocaine, qui appelle à une autonomie sous souveraineté marocaine comme solution réaliste et durable. Les organisations internationales présentes à Genève ont appelé à une enquête indépendante sur les conditions de vie dans les camps et les exactions commises. Elles demandent également un accès humanitaire sans restriction pour évaluer la situation sur le terrain. La session du Conseil des droits de l'homme a permis de mettre en lumière une réalité souvent ignorée par la communauté internationale. Pour les habitants des camps de Tindouf, ces interventions représentent un espoir de voir leur situation enfin prise en compte à l'échelle mondiale. Oui, espérons que cela permettra de faire avancer la situation et d'améliorer le sort des populations concernées. En attendant, l'article de l'ODG IWIC nous rappelle l'importance de rester vigilant face aux violations des droits humains, où qu'elles se produisent. Et pour finir notre exploration de l'ODD iWeek, l'hebdomadaire nous parle d'un sujet qui met en lumière le dynamisme de l'économie marocaine, plus particulièrement sa performance scientifique. Ah oui, j'ai été impressionnée par ce classement. Le Maroc a la 6e place en Afrique. Et 75e au niveau mondial. Une belle progression? Non. Absolument. L'article mentionne que 54 universités et institutions de recherche marocaines ont été reconnues à l'échelle mondiale. Et plus de 288 chercheurs marocains classés. Ça montre une vraie volonté de s'imposer sur la scène scientifique internationale. Oui, clairement. Mais concrètement, comment on mesure cette performance? Quels sont les critères? Eh bien, les classements se basent sur des indicateurs, comme les indices de citation, de publication académique. En gros, on mesure l'impact et la visibilité de la recherche marocaine à l'international. Plus les travaux des chercheurs marocains sont cités et publiés dans des revues prestigieuses, plus le pays gagne des points. Donc, ce n'est pas juste une question de nombre de chercheurs ou d'universités, mais bien de la qualité et de l'influence de la recherche. Exactement. Et cette performance, c'est le fruit d'une politique volontariste du Maroc ces dernières années. Le pays investit massivement dans la formation des chercheurs, le développement des infrastructures, la collaboration scientifique internationale. On comprend mieux pourquoi le Maroc progresse si vite. Oui, et c'est encourageant pour l'avenir. La recherche et l'innovation sont des moteurs essentiels du développement économique et social. En investissant dans la science, le Maroc prépare son avenir. Par exemple, l'article mentionne un projet qui pourrait transformer la connectivité dans les provinces du Sud. Le déploiement du réseau Starlink au Sahara marocain. Ah oui, Starlink, l'entreprise d'Elon Musk, spécialisée dans l'Internet par satellite. Elle est en pourparlers avec le Maroc pour étendre son réseau à cette région. Imaginez l'impact pour les habitants. Accéder à une connexion Internet haut débit par satellite, ça changerait la donne, c'est sûr. Complètement, ça ouvrirait des perspectives en termes de développement économique, d'éducation, de santé, de communication. Les habitants des zones reculées pourraient accéder aux mêmes informations, aux mêmes opportunités que ceux des grandes villes. Un vrai bond en avant? Oui, et ça renforcerait le positionnement du Sahara marocain en tant que hub technologique, au service de l'Afrique subsaharienne. Un projet qui s'inscrit dans la vision du Maroc, de faire des provinces du Sud un pôle de développement. D'ailleurs, en parlant de technologie, l'article met en garde contre les dangers de la désinformation. Bang el-Maghrib a dû démentir une fausse information, utilisant son identité et l'image de son wali. Oui, un faux compte sur le réseau social X, qui usurpe l'identité du chef du gouvernement, Aziz Akhannouch. Pour faire la promotion de quoi? D'une prétendue monnaie marocaine numérique. Incroyable comme les fake news se propagent vite. Heureusement que Bank al-Maghrib a réagi. Oui, il faut rappeler que Bank al-Maghrib est la seule autorité habilitée à émettre de la monnaie. Face à ce genre d'infos, il faut vérifier les sources. Se référer au site officiel. Un conseil précieux. À l'ère des réseaux sociaux, où il est difficile de distinguer le vrai du faux. Et en parlant de difficultés, l'article évoque la hausse des prix. Oui, l'inflation. Les consommateurs la ressentent au quotidien. Face à cette situation, des cybermilitants ont lancé une campagne sur les réseaux sociaux. Avec le hashtag gardé pour toi. Le principe, Boycotter les produits dont les prix ont augmenté. une forme de protestation citoyenne. Qui vise à faire pression sur les producteurs. Pour qu'ils baissent leurs prix. Exactement. Ce mouvement, c'est l'exaspération des consommateurs face à la hausse du coût de la vie, mais aussi la puissance des réseaux sociaux comme outil de mobilisation. Il sera intéressant de voir l'impact sur les prix. Oui, une initiative à suivre. Et l'article nous ramène à une réalité plus sombre. Un adolescent marocain a perdu la vie en tentant de traverser à la nage vers Ceuta. Un drame terrible qui nous rappelle les risques que prennent les migrants. Son corps a été inhumé cette semaine à Marty. Une tragédie qui met en lumière l'urgence de trouver des solutions au problème de la migration clandestine.
Tout à fait. Derrière les chiffres, il y a des vies humaines, des familles brisées. On ne peut pas rester indifférent. Absolument. Le ODG iWeek nous emmène ensuite dans un tout autre domaine, la justice. L'affaire Gerando. Cette affaire qui a fait couler beaucoup d'encre. La police judiciaire a déféré 6 suspects devant le procureur. À Casablanca, ils sont accusés d'avoir aidé Hicham Gerando. À produire et diffuser ces vidéos. Sur YouTube. Des vidéos qui contenaient des propos diffamatoires. Et des menaces. Oui, elles ont suscité une vive polémique au Maroc. 4 des suspects ont été placés en détention. Une mineure a été confiée à un centre de protection. Ils sont poursuivis pour diffamation, menaces, atteinte à la vie privée. Cette affaire soulève des questions importantes sur la liberté d'expression, les limites à ne pas franchir sur les réseaux sociaux. Oui, d'un côté, la liberté d'expression, un droit fondamental. De l'autre, la nécessité de protéger les individus. Contre la diffamation, les menaces. Trouver le juste équilibre n'est pas facile. Une affaire complexe, qui aura certainement des répercussions sur le paysage médiatique. Et juridique au Maroc. Tout à fait. Et pour conclure notre exploration de l'ODG iWeek, l'hebdomadaire nous parle d'une initiative ambitieuse, la construction d'une ligne LGV qui reliera Kénitra à Marrakech. Un projet d'envergure pour moderniser le réseau ferroviaire marocain. Absolument. Et l'article nous apprend que les expropriations pour cause d'utilité publique ont déjà commencé. Elles concernent des parcelles dans les régions de Casablanca-Ceta, Rabat-Salé-Kénitra et Marrakech-Safi. Ce genre de projet suscite des réactions mitigées. Forcément. D'un côté, les avantages économiques, les gains de temps pour les voyageurs. De l'autre, l'impact sur les propriétaires des terrains. Expropriés. L'article précise que ces derniers seront indemnisés, conformément aux procédures légales. C'est important que ce projet se fasse dans le respect des droits. Tout à fait. Le gouvernement a publié un arrêté au bulletin officiel précisant les modalités de ces expropriations. Et la mise en service, c'est pour quand? Eh bien, l'article mentionne que le gouvernement aspire à achever le projet d'ici 2029, avant la Coupe du Monde 2030. Un objectif ambitieux, qui montre la volonté du Maroc de se doter d'infrastructures modernes et performantes. Absolument. Voilà qui conclut notre exploration de l'ODG iWeek. Merci de nous avoir suivis pour ce voyage au cœur de l'actualité marocaine. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle exploration. Des grands sujets qui font l'actualité. D'ici là, n'hésitez pas à consulter l'ODG iWeek pour rester informé et enrichir vos perspectives sur le Maroc et le monde.